Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, on a 5 minutes, je crois, donc c'est un bon 5-10. Je vais essayer si Annabelle est là, 5. Je voudrais absolument commencer par remercier la France Insoumise, Sabine particulièrement, toute son équipe et toute l'équipe du livret ESR, d'avoir finalement retenu cette idée de réfléchir à une Europe insoumise des universités, parce que c'est vrai que c'est une idée qui me tient particulièrement à cœur, parce que vous allez voir, je vais essayer de vous donner quelques références historiques pour un cadrage général des politiques européennes. Et par politique européenne, il y a celle de l'Union européenne et celle du processus de Bologne. Avec un regard croisé, puisque j'ai le regard de l'intérieur, ayant été amené, on peut le dire, depuis le milieu des années 2000, loi de la recherche 2006 et LRU, à occuper un certain nombre de fonctions de responsabilité au niveau d'un presse. Moi, je suis de l'université Paris-Est-Créteil, enfin Paris 12, c'est mon université, mais elle est devenue Paris-Est-Créteil, presse Paris-Est. J'ai ensuite été regarder de l'intérieur ce qui se passait à l'ERS, qui est devenu le HCRS, parce qu'il y a eu des changements en tout cas de nom, et puis au ministère, là, grande découverte de l'enseignement supérieur et de la recherche, et c'est là où j'étais impliquée dans le processus de Bologne. Et juste pour dire que, au fond, Macron a hérité d'une certaine manière quand même de cette conférence, parce qu'elle était programmée après la dernière conférence qui avait eu lieu à Erevan en 2015, et donc il avait été décidé que ça serait à Paris, mais c'est vrai que du coup ça a été pour le gouvernement un moyen précisément de repartir sur le projet européen, et en ce moment ils sont donc tous au Palais Brongniart, donc l'ex-bourse financière de Paris, symbole intéressant et qui finalement symbolise quand même bien un peu toute cette évolution. Il y a en ce moment 67 ministres, 48 de l'espace européen d'enseignement supérieur, plus 20 en dehors de l'espace, qui vont là aboutir à un communiqué de Paris aujourd'hui dont j'évoquerai peut-être quelques éléments, puisque j'ai participé, pour tout vous dire, pendant 18 mois à l'organisation de cette conférence. Et que donc c'est vrai que ça c'est le regard du dedans. Autant vous dire que j'ai côtoyé la haute fonction publique française, européenne, internationale. J'ai développé aussi des compétences linguistiques assez bonnes, je dois le dire, en langue de bois bruxelloise et néolibérale. Ça, vous allez voir, c'est encore quand même très présent. Et j'ai surtout eu pendant 25 ans, je dois vous l'avouer, l'illusion qu'on pouvait changer quand même un peu le système de l'intérieur. Et dès le moment où, à partir d'avril 2007, je suis sortie de ce système, eh bien, je suis absolument convaincue que ça n'est pas possible. Et le temps que je voudrais consacrer maintenant, et c'est pour ça que cet événement est intéressant, c'est de voir comment on peut avoir des modes de coopération, cette fois-ci internationalistes, et qui permettrait de penser une université, honnêtement, moi c'est mon idée, post-capitaliste, et pourquoi pas peut-être à l'image de la Via Campesina, on en a discuté hier avec mon collègue argentin, une Via Universitaria, enfin bon, on va voir ce qui sortira de la journée. Donc juste quelques repères historiques pour replacer ces politiques européennes dans le contexte mondial et voir comment l'entrée en force des logiques concurrentielles dans le monde de l'ESR est intimement liée à la construction européenne, dont il faut rappeler que du traité de Rome 57 en passant par Maastricht et en allant au traité de Lisbonne 2007, l'objectif très clairement c'est de construire un marché commun, c'est-à-dire c'est de lever les obstacles à la libre circulation des biens, des services, des capitaux, des personnes. Et c'est là où, quand on touche à l'ESR, les personnes, ce sont les étudiants. Alors, tout le monde connaît le programme Erasmus, qui a quand même été un instrument, je pense, peut-être faut débattre des instruments de la mobilité, mais assez intéressant, même si, évidemment, il ne touche qu'environ, il a touché 4,5 millions d'étudiants depuis 30 ans. On a fêté ses 30 ans l'année dernière, mais ça représente à peu près 5% de la classe d'âge. Donc, ça reste encore cette génération Erasmus, qui est complétée par la génération Bologne. Évidemment, on peut s'interroger jusqu'où... c'est un instrument pour vraiment créer effectivement des Européens très attachés à ces traités de Rome. Et je voudrais juste reciter, parce que tout ça, ces programmes qui sont arrivés au milieu des années 80, ils font suite, et quand j'ai relu ce rapport, je me suis dit quand même, c'était complètement présent. Lorsque Reagan arrive au pouvoir, il commande un rapport à une commission d'excellence. Déjà, l'excellence commence à arriver sur l'éducation. Et une phrase que j'ai relevée qui est quand même assez intéressante, qui en dit long sur la suite, le savoir, la capacité à apprendre, l'information et l'intelligence sont les nouvelles matières premières du commerce mondial et sont en train de se répandre dans l'ensemble du monde aussi vigoureusement que les médicaments, les engrais synthétiques et les jeans. Et le rapport, il s'appelait A Nation at Risk, puisque l'analyse est faite. Attention, si vous, les citoyens américains, vous ne prenez pas en charge l'investissement dans le capital humain,
demain, n'est-ce pas, de vos enfants et de la nation, we are at risk. Et les Américains ne seront plus totalement dominants. Après, on a eu le rapport de l'OCDE en 96, une économie fondée sur le savoir. Et je voudrais juste, dans un premier cadrage, puisque on ne veut pas prendre trop de temps, vous rappeler comment est arrivé le processus de Bologne. Sabine l'a souligné. Nous sommes en 1998. Allègre est ministre de Jospin, donc c'est le contexte politique. Et on est dans ce contexte complètement concurrentiel déjà. Et voilà que nos ministres français se disent « Ouh là là, mais notre système fragmenté, nos grandes écoles, comment elles vont être visibles internationalement? Nos universités, elles sont quand même pas toutes égales. » Bon, voilà, même... voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer? Et notre cher Attali, qu'on a retrouvé ensuite dans le rapport sur la libéralisation avec Macron, qui en était le rapporteur, hein, donc c'est quand même intéressant de le revoir, s'est dit... Pour coordonner, pour mettre en place ces réformes, on n'y arrivera pas tout seul. Et c'était la même problématique en Allemagne. Il y avait justement un rapport qui était sorti. En Italie, avec le rapport aussi Marinotti. Et en Grande-Bretagne, qui s'apprêtaient, eux, ils avaient déjà fait pas mal de réformes, ils se disaient comment introduire des fees. Et ces fameux fees qui ensuite seront introduits par le gouvernement Blair. Donc, c'était l'idée de dire on va faire un modèle européen d'enseignement supérieur. Et une déclaration à la Sorbonne, donc il y a exactement 20 ans, dans les mêmes locaux où le 23 au soir, nous avions environ 1000 personnes et beaucoup de gens invités, qui a dit, je trouve que la phrase aussi est intéressante, il a dit, et c'est là où, dans Bologne, il y a beaucoup de contradictions, incontestablement, je crois qu'il y a à boire et à manger, même si ça accompagne totalement le marché mondial de l'enseignement supérieur, pour répondre à la question que tu nous poses. Et l'idée, c'était, il faut qu'on crée une Europe du savoir, il faut qu'on s'intéresse, et pas seulement, si je reprends la phrase, de l'euro et des banques. Et si vous voulez, ça, 20 ans plus tard, moi, pour avoir un peu suivi l'évolution de Bologne, et cette idée aussi, dans la déclaration, il faut que les universités sont notre richesse intellectuelle et culturelle. C'était ça, les termes. Hein, c'était pas dans la déclaration, on va faire uniquement un marché compétitif. Sauf que quand on lit entre les lignes et quand on regarde le rapport Attali, on voit bien que c'est ça l'objectif. Comment faire pour rivaliser avec les États-Unis? À l'époque, les puissances émergentes n'étaient pas encore les plus présentes. Comment faire donc pour rivaliser avec les États-Unis? Eh bien, on va mettre en place, côté Union européenne, des programmes européens Erasmus ou le programme cadre de recherche. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec la stratégie de Lisbonne de 2000, c'est dit excellence scientifique, primauté industrielle, réponse aux défis globaux, obligatoirement travailler avec les entreprises. Et donc, on voit bien comment c'était l'instrument. Erasmus, c'est un peu plus compliqué, je trouve, parce que moi, je trouve qu'il y a quand même des choses bonnes dans Erasmus. Si on avait donné les financements qu'il fallait, honnêtement, en tant qu'universitaire, on voit aussi la richesse de la mobilité et des échanges. C'est quand même aussi ce qu'on veut continuer. Et à partir de là, donc, on est rentré dans l'idée de convergence, non pas des luttes, pour le coup, mais convergence des systèmes d'études avec des outils qu'on connaît, les 3 cycles, mesurés par des crédits ECTS, par un cadre de certification, avec des logiques totalement par compétence, donc pour offrir l'employabilité, la comparabilité des systèmes, et quand même, je veux juste terminer là-dessus pour Bologne, convergence géographique, puisque c'était l'idée aussi, on commence à 4, un an plus tard à Bologne, 29, tous les Européens se sont dit, mais c'est génial pour faire des réformes nationales, non pas un projet européen derrière, il n'y avait pas tellement, mais pour faire nos réformes, on va se mettre ensemble, on va utiliser les mêmes outils, ça va nous aider à les faire. Et maintenant, c'est 48. Et très, très vite, il y a eu 40 pays. Convergence géographique de l'Est, de l'Ouest et de l'ex-Union soviétique. Et c'est clair que Bologne, c'était aussi un moyen d'aider les pays qui étaient candidats à l'Union européenne à réadapter leur système avec du bachelor court pour l'employabilité et qui coûterait moins cher, et ensuite mettre des droits d'inscription pour le 2e cycle. Donc voilà, globalement, on était dans des convergences de systèmes d'études sur lesquels, 20 ans plus tard, on aura certainement l'occasion d'y reparler, on est loin, il se pose que des problèmes, là, à l'heure actuelle à Paris, de est-ce que c'est bien mis en place les outils, est-ce qu'il ne faudrait pas en exclure certains? On est vraiment dans des logiques d'outils, implementation, non-implementation, qui est certainement au cœur aussi de la conférence de Paris, même si elle a souhaité mettre l'accent beaucoup, beaucoup sur les valeurs. Merci Patricia pour ce premier cadrage rapide, donc du processus de Bologne. On va maintenant passer la parole à Karsten Wurman qui va nous présenter du coup sa vision des réformes contemporaines de l'enseignement supérieur et de la recherche.